Nous ne cherchons qu'à remplir la mémoire et laissons l'intelligence et la conscience vides. De même que les oiseaux vont parfois chercher du grain et le portent dans leur bec sans même y toucher pour en donner la béquille à leurs petits, ainsi nos pédants vont grappillant leur science dans les livres et ne la prennent que du bout des lèvres pour la régurgiter et la livrer au vent. Nous savons dire, Cicéron dit ainsi, voilà les mœurs de Platon, ce sont les mots mêmes d'Aristote. Mais nous, que disons-nous nous-mêmes? Que faisons-nous? Que jugeons-nous? J'en connais à qui, quand je demande ce qu'il sait, il me demande un livre pour le montrer. Et n'oserait me dire qu'il a le derrière galeux, s'il ne va sur le champ étudier en son lexicon ce que c'est que galeux, ce que c'est que derrière. Nous prenons en dépôt les opinions et le savoir des autres, et c'est tout, alors qu'il faudrait qu'ils deviennent les nôtres. Nous ressemblons en fait à celui qui, ayant besoin de feu, irait en demander chez son voisin et trouvant qu'il y en a là un bien beau et bien grand, s'y arrêterait pour se chauffer, sans plus se souvenir qu'il voulait en ramener chez lui. À quoi bon avoir le ventre plein de viande si elle ne se digère, ne se transforme? À quoi bon si elle ne nous fait grandir et ne nous fortifie? Madame, la mission du précepteur que vous donnerez à votre enfant, et dont le choix conditionne la réussite de son éducation. Comme j'ai plutôt envie de faire de lui un homme habile qu'un savant, je voudrais que l'on prenne soin de lui choisir un guide qui eût plutôt la tête bien faite que la tête bien pleine. Enfant, on ne cesse de crier à nos oreilles comme si l'on versait dans un entonnoir, et l'on nous demande seulement de redire ce que l'on nous a dit. Je voudrais que le précepteur change cela, et que dès le début, selon la capacité de l'esprit dont il a la charge, il commence à mettre celui-ci sur la piste, lui faisant apprécier, choisir et discerner les choses de lui-même. Parfois lui ouvrant le chemin, parfois le lui laissant ouvrir. Je ne veux pas qu'il invente et parle seul, je veux qu'il écoute son élève parler à son tour. Socrate et plus tard Arcésilas faisaient d'abord parler leurs élèves, puis leur parler à leur tour. Cicéron dit « L'autorité de ceux qui enseignent nuit généralement à ceux qui veulent apprendre. » Il est bon qu'il, le précepteur, il est bon qu'il le fasse trotter devant lui pour juger de son allure et jusqu'à quel point il doit descendre pour s'adapter à ses possibilités. Faute d'établir ce rapport, nous gâchons tout. Et savoir le discerner, puis y conformer sa conduite avec mesure, voilà une des tâches les plus ardues que je connaisse, car c'est le propre d'une âme bien élevée et forte que de savoir descendre au niveau de l'enfant et de le guider en restant à son pas, car je marche plus sûrement et plus fermement en montant qu'en descendant. Que le maître ne demande pas seulement à son élève de lui répéter les mots de sa leçon, mais de lui en donner le sens et la substance, et qu'il juge du profit qu'il en aura tiré non par le témoignage de sa mémoire, mais par celui de son comportement. Qu'il lui fasse reprendre de 100 façons différentes ce qu'il vient d'apprendre, en l'adaptant à autant de sujets différents, pour voir s'il a vraiment bien acquis et bien assimilé. Épicharme disait que c'est l'intelligence qui voit et qui entend, que c'est elle qui profite de tout, qui organise tout, qui agit, qui domine et qui règne, et que toutes les autres choses sont aveugles, sourdes et sans âme. Et nous rendons cette intelligence servile et timorée, en ne lui laissant pas la liberté de faire quoi que ce soit par elle-même. Qui demanda jamais à son élève ce qu'il pensait de la rhétorique et de la grammaire, de telle ou telle sentence de Cicéron? On nous plante les choses dans la mémoire comme des flèches, comme des oracles, de la substance desquels les lettres et les syllabes elles-mêmes font partie. Savoir par cœur n'est pas savoir. C'est conserver ce que l'on a confié à sa mémoire. Ce que l'on sait véritablement, on en dispose, sans avoir à se référer au modèle, sans tourner les yeux vers son livre. Médiocre connaissance, qu'une connaissance purement livresque.
Je voudrais que le Paluel ou Pompée, ces beaux danseurs de mon temps, apprissent des cabrioles à les voir seulement faire, sans nous bouger de nos places. Ou bien qu'on puisse nous apprendre à manier un cheval, une pique, un luth ou la voix, sans nous y exercer comme font ceux qui veulent nous apprendre à bien juger et à bien parler sans nous exercer à parler et à juger. C'est pour cela que la fréquentation des hommes est extrêmement favorable à l'éducation, de même que la visite des pays étrangers. Oui, pour en rapporter surtout le caractère et les mœurs de ces nations, et pour frotter et limer notre cervelle contre celle d'autrui. Dans cet apprentissage des relations avec les hommes, j'ai souvent remarqué ce défaut. Au lieu de chercher à connaître les autres, nous ne travaillons guère qu'à donner connaissance de nous. Nous nous soucions bien plus de placer notre marchandise qu'à en acquérir de nouvelles. Or, le silence et la modestie sont des qualités très favorables aux relations avec les autres. On éduquera cet enfant pour qu'il ne fasse pas étalage du savoir qu'il aura acquis et à ne pas se formaliser des sottises et des fables que l'on pourra raconter en sa présence, car c'est une incivilité que de critiquer tout ce qui n'est pas à notre goût. Qu'il se contente plutôt de se corriger lui-même, qu'il n'aille pas se donner l'air de reprocher à autrui ce qu'il se refuse à faire lui-même. Qu'on lui fasse comprendre ceci, reconnaître la faute qu'il découvre dans son propre raisonnement, même si elle n'est décelée que par lui, est la conséquence d'un jugement et d'une sincérité qui sont les objectifs mêmes qu'il doit poursuivre. Que s'obstiner et contester sont des manières bien communes et que l'on rencontre surtout dans les âmes les plus basses. Que se raviser, se corriger, abandonner une position mauvaise dans le vif d'une discussion, ce sont là au contraire des qualités rares, fortes et philosophiques. Notre vie, disait Pythagore, ressemble à la grande et populeuse assemblée des Jeux olympiques. Les uns y exercent leur corps pour en obtenir la gloire des Jeux, d'autres y portent des marchandises à vendre pour gagner de l'argent. Il en est encore d'autres qui ne sont pas les pires, qui n'y cherchent d'autres bénéfices que celui de regarder comment et pourquoi chaque chose se fait, et d'être spectateurs de la vie des autres pour en juger et ainsi diriger la leur.